Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un bref sommaire. Nous parlerons des développements de l'affaire Watergate que le procureur désigné spécialement par M. Richardson va maintenant tenter d'éclaircir. De Floride, où le président Nixon passe quelques jours, on a démenti catégoriquement qu'il ait participé à l'affaire ou aux tentatives faites ultérieurement pour l'étouffer. À Paris, 150aire de la naissance de Louis Pasteur, célébré avec une solennité particulière en présence de M. Pompidou à l'Académie française. Sport, Tour d'Espagne cycliste, Merckx a pris le maillot jaune. Mais nous allons voir d'abord, grâce à des images reçues par satellite, comment les Israéliens ont célébré aujourd'hui le 25e anniversaire de l'indépendance de leur État, notamment par un défilé militaire qui a permis à Israël de montrer ses armes nouvelles, ce qui était peut-être une manière de dire « ne vous y frottez pas ». Voici donc ce reportage commenté par Didier Hadès. En rendant hommage au drapeau bleu et blanc de son pays, Mme Golda Meir ne pouvait s'empêcher de penser que l'étoile de David était bien défendue. Les Israéliens avaient tenu à le montrer solennellement à l'occasion de ce 25e anniversaire, une parade militaire la plus impressionnante qu'on ait sans doute vue depuis bien des années au Proche-Orient et qui était ouverte, vous l'avez vu, par l'aviation. 5 chasseurs dégageant des panaches de fumée bleue et blanche, 108 Skyhawks, 80 Phantoms, 24 Mirage et des centaines d'autres appareils ont survolé Jérusalem et tout le reste du pays, sans que pour autant, et préciser les autorités, le dispositif de défense ne soit en aucune façon dégarni. Il en allait de même sur terre. C'est sur l'armement lourd que l'état-major avait mis l'accent. Et la ville sainte était ébranlée par les chenilles des chars Centurion et Patton M48 modernisés par les Israéliens, de même que les tanks soviétiques T-54 et T-55 capturés pendant la guerre des 6 jours et réadaptés par les Israéliens à leurs besoins. Un matériel qui aurait été camouflé en blindés égyptiens lors d'un raid effectué en 1969 en territoire égyptien. Enfin, au chapitre des nouveautés, il faut remarquer des batteries de 12 mortiers de 160 mm montés sur chenilles, des canons automoteurs de 155 mm et, bien sûr, les missiles. Un défilé qui a atteint les objectifs que s'étaient sans doute fixés ses organisateurs. Montrer aux contribuables israéliens les plus imposés du monde, ainsi qu'aux bailleurs de fonds de la diaspora venus de l'étranger, comment est utilisé leur argent, montrer aussi que jamais les forces israéliennes n'ont été plus assurées de leur puissance. Les ambassadeurs arabes accrédités à Paris ont protesté contre ce défilé, disant que c'était un nouveau défi. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons voulu vous retracer l'histoire d'Israël au cours du présent siècle, depuis l'appel que lança il y a 76 ans Theodor Herzl en faveur de ce qu'il appelait le retour à la terre promise. Hier, nous vous avons fait l'historique jusqu'au jour de l'indépendance, en 1948. Maintenant, Gérard Saint-Paul vous parle du quart de siècle qui s'est écoulé depuis la proclamation de l'indépendance en 1948, quart de siècle qui a été si fertile en événements dramatiques. Israël, qui pendant des siècles et des siècles a été l'espoir et la permanente référence pour la diaspora juive à travers le monde, Israël est aussi un État depuis le 15 mai 1948, avec un drapeau, une armée, un parlement, un siège aux Nations Unies. Ces citoyens sont venus du monde entier avant qu'il n'ait lui-même secrété ses propres générations, la 3e aujourd'hui à l'âge d'homme, 25 ans. Pourtant, rien ne va de soi en Israël. Lorsque le 14 mai 1948, 8 heures avant la fin du mandat de la couronne, les derniers soldats britanniques quittent la Palestine, lorsque David Ben-Gourion proclame l'indépendance d'Israël, personne n'ignore que le monde s'achemine vers une crise majeure. La proclamation de l'indépendance est considérée par les pays arabes voisins de l'État juif comme un acte de belligérance. Et dès le 15 mai, 5 armées arabes pénètrent en Israël et convergent vers le cœur de la Palestine. Les premiers mois de son existence, Israël les vit donc dans le fracas des armes. Il improvise une armée qui parvient à imposer un armistice à l'adversaire. L'opinion internationale suit attentivement le développement de la situation. L'ONU intervient. Le Conseil de sécurité nomme un médiateur, le comte Bernadotte,
qui, le 11 juin, impose une trêve qui sera rompue 3 semaines après, dès le 8 juillet. L'ONU propose cependant un réaménagement du partage de la Palestine en 3 points. Attribution du Negev aux Arabes, internationalisation de Jérusalem, droit des réfugiés palestiniens à regagner leur pays. En effet, le conflit a chassé quelques 6000 Arabes palestiniens de chez eux, de leurs maisons. Ils se sont réfugiés dans les pays arabes voisins, Jordanie et Liban surtout. Les pays arabes refusent de les prendre complètement en charge, car cela reviendrait à prendre acte de l'évacuation de la Palestine par ses habitants arabes et donc de reconnaître en fait l'existence d'Israël. L'Égypte demande l'armistice le 6 janvier 1949. Le problème va cependant en s'aggravant. En 1948, Israël est peuplé d'1 million d'habitants, dont 200 000 Arabes. Cette population double en 5 ans grâce à l'immigration organisée. Le dynamisme du nouvel État, le soutien qu'il reçoit des 11 millions de Juifs de la diaspora, et notamment des Juifs américains, les réparations allemandes, en 1952, 3 450 millions de Deutschmark, tout cela rend la situation plus explosive encore, car au sein du Proche-Orient sous-développé s'est constitué un État moderne. Dès 1951, de nouveaux combats opposent Israéliens et Syriens. Les attaques de Fedaïn se multiplient. En 1956, le colonel Nasser nationalise le canal de Suez. L'hostilité des Arabes, largement équipés en armes, va croissant. La République arabe unie ferme le canal de Suez et le golfe d'Aqaba. Les intérêts franco-anglais étant directement menacés, Londres et Paris décident de soutenir la guerre qu'Israël déclenche contre l'Égypte. C'est le débarquement à Suez, tandis que l'armée israélienne, de son côté, conquiert le Sinaï. L'URSS risque d'intervenir, le monde est au bord d'une 3e guerre, mais sur la pression de Washington, un armistice intervient. L'armée israélienne, commandée par Moshe Dayan, évacue le Sinaï. On en revient en 1957 au statu quo. À la demande de l'Assemblée générale des Nations unies, l'évacuation complète des troupes françaises et britanniques s'est auparavant achevée. Les années suivantes, Israël renforce son potentiel militaire et son potentiel civil, mais les incidents se multiplient. En mai 1967, les Égyptiens font route vers le Sinaï, l'armée a été mise sur pied de guerre et le président Nasser ferme brutalement le golfe d'Aqaba aux navires israéliens. À Tel Aviv, état d'urgence. Le général Dayan, le dur de la campagne du Sinaï, prend la direction des opérations. Israël se met en guerre, seul cette fois, sans Britanniques ni Français. Une guerre qui restera dans les annales militaires tant elle est menée rapidement. C'est la fameuse guerre des 6 jours. Les armées arabes battues abandonnent aux Israéliens la Cisjordanie et Jérusalem, prise à la Jordanie, la région de Gaza, le Sinaï, prise à l'Égypte, et les hauteurs du plateau de Golan, prises à la Syrie. Tel Aviv décide de ne pas accepter de revenir à l'état antérieur et de ne pas rendre les territoires nouvellement conquis. Mais la situation de guerre est devenue permanente en Israël, où l'objectif numéro 1 devient la sécurité de la population. Lorsque Mme Golda Meir arrive au pouvoir, en mars 1969, la guerre entre Arabes et Israéliens a pris peu à peu une autre forme, plus sourde mais implacable. C'est une guerre secrète à coups d'attentats et d'opérations de représailles d'une égale brutalité. Les Fedaïn, dont l'action est de plus en plus difficile en territoire israélien, opèrent aussi à l'étranger, en Allemagne fédérale, en Hollande, au Paraguay, en Turquie, en Belgique, en Grande-Bretagne. La fameuse cause palestinienne, la cause sacrée et unificatrice des pays arabes, est devenue petit à petit, au fil des échecs, un véritable sujet de discorde. En face, Israël a multiplié par 3 sa population et progressé dans presque tous les domaines. Mais rien dans ce pays n'est jamais acquis. Les obsèques des victimes de Munich viennent le rappeler. Non, décidément, il n'est pas toujours facile d'avoir 25 ans quand on s'appelle l'État d'Israël. Depuis les premiers départs, au moment des années 1950, des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens se trouvent aujourd'hui dans les pays arabes et cela, bien sûr, constitue l'un des problèmes les plus douloureux du Proche-Orient. Après les événements qui se sont produits la semaine dernière au Liban, c'est-à-dire les accrochages, les combats entre les Palestiniens et les troupes libanaises, on apprend que l'accord du Caire conclu il y a 4 ans et qui régit les relations
entre le Liban et les Palestiniens que cet accord ne sera pas abrogé mais aménagé. Les entretiens qui se déroulent aujourd'hui à Beyrouth sont menés d'une part par M. Hafez, Premier ministre du Liban, d'autre part par M. Yasser Arafat, président de l'Organisation pour la libération de la Palestine. Aux dernières nouvelles, des dépêches de l'agence américaine Associated Press disaient que la situation était à nouveau très tendue à Beyrouth et que l'on craignait la reprise des combats. États-Unis, affaire Watergate. La Maison-Blanche dément formellement que le président Nixon pourrait y être impliqué. Toute insinuation selon laquelle le président était au courant de l'opération est fausse, dit la Maison-Blanche, comme sont fausses les affirmations d'après lesquelles il aurait cherché ensuite à étouffer l'affaire. Thierry Tsitivo, d'autres renseignements. Ce démenti était attendu après les accusations portées par John Dean, son ancien conseiller juridique, qui a démissionné il y a 2 semaines après avoir été impliqué dans l'affaire. M. Dean affirme en effet que le président Nixon était au courant de cette opération d'espionnage politique. Le président aurait même félicité en sa présence le principal auteur du cambriolage, Bob Haldeman. L'affaire prend donc ainsi un tournant plus dramatique et aujourd'hui les États-Unis s'interrogent. Pour la 2e fois dans l'histoire de ce pays, va-t-on avoir recours à l'impeachment, c'est-à-dire à la mise en accusation du président des États-Unis devant le Sénat, comme le réclament certains. Les 2/3 des sénateurs devant être d'accord pour la destitution du président. Cette procédure n'est intervenue qu'une seule fois dans l'histoire américaine, c'était il y a un siècle. En imposant le silence à ses collaborateurs, anciens ou nouveaux, le président Nixon se trouve dans une situation très ambiguë. C'est sans doute pour cela qu'il a fait annoncer par son nouveau ministre de la Justice, M. Richardson, la nomination d'un procureur général chargé de faire toute la lumière sur cette affaire. Le président Nixon se trouve en ce moment même à Key Biscayne, en Floride, où il étudie en compagnie de son nouveau conseiller, le général Haig, la réorganisation totale de la Maison-Blanche. Réorganisation qui s'avère de plus en plus urgente si le président veut retrouver la stature qu'il avait il y a 1 mois à peine. M. Kissinger, avant de se rendre à Londres, a poursuivi ses entretiens très confidentiels avec les dirigeants soviétiques dans la datcha de M. Brejnev, sur les bords de la Volga. C'est vraisemblablement vers le 25 juin que le secrétaire général du Parti communiste soviétique se rendra à Washington pour une visite officielle. À Madrid, 5000 personnes ont manifesté pour la démission du ministre de l'Intérieur, en exigeant des garanties pour les forces de l'ordre. Cela s'est produit à l'issue de la messe, célébrée aux obsèques d'un policier espagnol, tué le 1er mai, alors que ce jour-là, le ministre de l'Intérieur avait interdit en général aux membres de la police d'utiliser leurs armes. France, remise aujourd'hui à un promoteur privé et à 2 offices HLM de Lyon et de Grenoble, des labels confort acoustique. C'est la belle récompense des constructeurs qui ont réalisé des appartements particulièrement bien insonorisés, à notre époque où le bruit fait tant de mal. En décernant les prix aujourd'hui, le secrétaire d'État à l'Habitat, M. Christian Bonnet, a annoncé que des crédits seront développés pour vérifier avant la fin de l'année l'acoustique de 3000 logements. Et il a ajouté que bientôt les préfets recevraient des directives sévères, dans un autre domaine, pour lutter contre les risques d'incendie. Un reportage de notre station ORTF Lyon. Pour répondre aux aspirations des Français qui souhaitent actuellement être logés avec plus de calme, le gouvernement a établi un règlement de construction en matière d'insonorisation. Et pour les constructeurs qui améliorent les normes de ce règlement, il a été prévu un label dont M. Christian Bonnet, secrétaire d'État au logement, nous a précisé la signification. De manière à stimuler les maîtres d'œuvre et les entreprises, il a été décidé de créer un label confort acoustique qui se traduit par un avantage commercial pour le logement non aidé et par un prêt complémentaire au même taux que le prêt principal pour le secteur du logement aidé. Pour l'attribution du label, des contrôles sont nécessaires. Les plus importants sont effectués à la réception des ouvrages par des organismes agréés. En train de procéder à la mesure d'isolement au bruit aérien entre les séjours de 2 appartements contigus. Dans ce but, on considère des séjours comme un local d'émission dans lequel on place une chaîne de bruit qui émet
un niveau de l'ordre de 110 dBA. Et dans le local de réception, avec l'aide d'un sonomètre de précision, on mesure le niveau résiduel, les portes de communication et les portes palières étant fermées. Pratiquement dans le cas devant lequel nous nous trouvons présentement, le niveau de bruit à l'émission est de l'ordre de 110 dBA. Ce qui correspond à peu près à quel bruit? C'est sensiblement le bruit d'un réacteur d'avion, approximativement. Alors que le niveau à la réception n'est plus que de 56 dBA. Donc grosso modo, on peut considérer, enfin tout à fait approximativement, que l'isolement est la différence entre les niveaux à l'émission et à la réception. Mais en matière de réglementation, il ne suffit pas de récompenser les meilleurs, il faut également sanctionner les contrevenants. En ce domaine, les peines sont sévères, elles peuvent aller jusqu'à la prison. Le commissaire Grégorian de Marseille est parti pour Londres afin d'enquêter sur l'énigme de Pélissane, c'est-à-dire le meurtre de M. Cartland. Il a dit que le climat de l'affaire était très malsain et il a regretté la publicité qui lui a été faite. Le commissaire rencontrera à Londres plusieurs personnes par l'intermédiaire de Scotland Yard. Quant au commissaire González, il est parti pour Alicante et Barcelone afin d'enquêter, lui, sur la caravane de camping achetée par les Cartland en Espagne. En matière de transports en commun, il y a peut-être du nouveau, plus d'attente dans les stations, uniquement des places assises, une vitesse élevée, c'est ce que nous offre Aramis. Il est actuellement en essai à Orly et notre équipe s'est donc rendue sur place pour l'essayer. Cela tient à la fois du transport individuel par la taille et du transport collectif par le débit. Ou si vous préférez, c'est un train qui est à la fois direct et omnibus. Bref, Aramis, puisque tel est son nom, tient plutôt du mouton à 5 pattes en conciliant l'inconciliable et en résolvant des problèmes que 70 années d'expérience des transports en commun n'ont laissé qu'empirer. L'idée fondamentale est celle du transport continu, c'est-à-dire du véhicule qui ne s'arrête jamais. Il s'agit en effet d'un convoi singulier où les véhicules ne sont pas accrochés mécaniquement, mais circulent simplement à la queue leu et peuvent aller où ils veulent. Par exemple, comme ici, quitter la rame en direction du quai de la gare, soit sur ordre d'un ordinateur ou bien sur celui des passagers. A l'inverse, lorsque vous montez dans cette petite cabine, vous pouvez choisir votre destination. Le reste, c'est l'électronique qui s'en charge. Bien sûr, tout ceci n'est possible que grâce à l'ordinateur. Ainsi, chaque véhicule détecte, grâce à un double système à ultrasons et lumineux, son prédécesseur. S'il s'en approche de moins de 40 cm, il freine. Inversement, s'il s'en éloigne de plus de 40 cm, il accélère. Aramis permet donc de réaliser, mais théoriquement, le rêve de tous les spécialistes des transports urbains, à savoir une moyenne de 50 km/h contre 22 pour le métro, obligé de s'arrêter à toutes les stations. Enfin, autre avantage pour les municipalités, son coût réduit en raison de la légèreté de l'infrastructure. Le commentaire était de D'Artagnan Chevalet. Le Tour d'Espagne cycliste en était aujourd'hui à sa 11e étape, 225 km sur un parcours de montagne. Merckx a repris le maillot amarillo, ce qui veut dire jaune en espagnol. Ocaña est arrivé en même temps que lui et ils ont été battus au sprint par le Français Bernard Thévenet, regardez, qui remonte sérieusement au classement général et qui a droit à de vives félicitations pour avoir ainsi battu les deux ténors. Rappelons que c'est le premier Tour d'Espagne de Merckx et que Thévenet, quant à lui, confirme les qualités de grimpeur qu'il avait déjà montrées dans le Tour de France. Le 150e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur a été solennellement célébré cet après-midi sous la coupole de l'Académie française quai Conti à Paris. M. Georges Pompidou, président de la République, qu'accueillait à son arrivée M. Druon, ministre des Affaires culturelles et membre de l'Académie française, était entouré de M. Chirac, Charbonnel, Poniatowski, Fontanet et Jacques Duhamel. L'assistance allait écouter plusieurs hommages rendus à Pasteur, qui avait été membre de l'Académie française, notamment ceux prononcés par M. Monod, prix Nobel, directeur de l'Institut Pasteur, M. Dubos, professeur à l'Université Rockefeller de New York, M. Jeannot au nom de l'Académie de médecine, M. Trefuel pour l'Académie des sciences et M. Le Prince Ringuet qui évoquèrent les divers aspects de l'œuvre de Pasteur.
L'orchestre de la garde républicaine, sous la baguette du colonel Boutry, interpréta le concerto en ré mineur pour violon de Bach et le final des variations de Brahms sur un thème de Haydn. À l'occasion de ce 150e de la naissance de Louis Pasteur, la Fondation pour la recherche médicale française et l'Institut Pasteur organisent une campagne d'information et de collecte de fonds. Les fonds recueillis seront intégralement employés au financement de l'ensemble des recherches biologiques et médicales effectuées dans toute la France. Pour vous montrer l'effort fait par un certain nombre de chercheurs, nous vous présentons ce soir un reportage, Rhumatisme du Nouveau. Récemment, des progrès considérables ont été réalisés dans le traitement de certaines formes de rhumatisme grâce à une intervention mise au point par l'unité de recherche de l'hôpital Cochin. Elle consiste à injecter dans l'articulation malade une solution de substance radioactive qui réalise un véritable traitement radiologique interne à l'endroit même de la lésion inflammatoire. Cette méthode permet d'obtenir 80% de bons résultats, mais elle ne peut pas, hélas, s'appliquer et de loin à tous les rhumatismes. Alors, il faut trouver autre chose. Partant du sang de certains malades, les chercheurs de Cochin en séparent les globules blancs, cette substance claire au-dessus des globules rouges. Puis ils extraient par filtrage de ces globules blancs une variété particulière d'entre eux, les leucocytes, que voilà. Suivons ces leucocytes englobés dans cette gélule destinée au microscope électronique et hachés en tranches microscopiques. Mais pourquoi donc le microscope électronique? Ici, comme dans d'autres disciplines, il constitue l'appareil d'espionnage scientifique numéro 1 de cellules humaines vivantes dont on espère que l'examen à un très fort grossissement apportera de très fructueuses indications. Les images cellulaires vont défiler devant nous exactement comme les voient les chercheurs du microscope électronique de l'hôpital Cochin. Les voici. Or, sur certaines d'entre elles, ici fixées pour notre caméra, on va apercevoir nettement des inclusions particulières qui sont peut-être des virus. Quelle est leur signification dans le rhumatisme? Jusqu'à ces derniers temps, les causes restaient mystérieuses, mais ces inclusions sont probablement des inclusions correspondant à des virus. La preuve n'est pas absolue. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas croire que tous les rhumatismes peuvent être d'origine virale. Certains seulement, peut-être. Mais vous voyez comme la voie est belle. Si l'on arrivait à prouver que certains rhumatismes sont d'origine virale, on pourrait trouver des médicaments antiviraux et pourquoi pas une vaccination. Toujours sous le microscope électronique, les globules blancs d'autres malades révèlent la présence de bactéries nommées Betsonia. Or, sous le microscope optique, les globules blancs que vous voyez de ces mêmes malades infectés par Betsonia présentent une transformation tout à fait particulière. Comment, dès lors, interpréter chez un sujet rhumatisant l'association d'une transformation de ces globules blancs et la présence de la bactérie Betsonia? Avec les Betsonia, nous sommes sur un terrain encore plus solide. Tout à l'heure, avec les virus, nous sommes encore dans l'hypothèse. Mais ici, nous sommes certains que les Betsonia interviennent dans des rhumatismes au nom un peu savants, un peu barbares, de rhumatisme d'Areter, de spondylarthrite ankylosante. Si nous en sommes certains, c'est précisément parce que le test de transformation dont on vient de parler traduit un état de sensibilisation de l'organisme à ces fameuses Betsonia. Et si nous sommes certains de cette responsabilité, c'est que nous avons l'espoir, nous pouvons nourrir l'espoir de trouver bientôt des antibiotiques dirigés précisément contre ces Betsonia, contre cette maladie. Enfin, chez des sujets atteints d'une troisième forme de rhumatisme, se produit, visible au microscope,
une étrange modification des globules blancs. Ce phénomène est celui de la rosette, que voici agrandie. Une rosette qui ressemble d'ailleurs plutôt à une pâquerette. Mais que signifie-t-elle? Ces belles rosettes, elles nous apprennent beaucoup de choses et je crois qu'elles nous donnent beaucoup d'espoir. Elles nous apprennent beaucoup de choses. D'abord, le test est un test très précoce qui nous permet de faire plus exactement des diagnostics précis et de les faire très tôt, plus tôt. Et qui dit faire un traitement précoce, dit faire un traitement plus efficace dans les rhumatismes. Car en intervenant avant les déformations et avant les destructions, on peut espérer avoir une meilleure qualité de rémission, voire de guérison. Et puis sur le plan théorique, ce test des rosettes nous a appris beaucoup, car il nous permet de mieux comprendre le mécanisme immunologique de la maladie inflammatoire rhumatismale. Et il est certain que si l'on comprend bien les mécanismes qui produisent ces rhumatismes, on rend les plus grands services aux malades. Ainsi, technique après technique, recherche après recherche, se dissipe peu à peu le mystère qui entoure encore les causes des rhumatismes. C'est au laboratoire que leur vrai traitement sera trouvé. À l'occasion du 150e de la naissance de Louis Pasteur, la Fondation pour la recherche médicale française et l'Institut Pasteur organisent une campagne d'information, nous vous l'avons dit. Eh bien, demain vous seront présentés 2 autres reportages, un magazine à 13h, Sauver les prématurés, et à 19h45, Vaincre la douleur. Mercredi, ce sera L'appel de Pasteur, une émission diffusée sur la 2e chaîne et dans laquelle on fera appel à votre générosité. Les 10 premières minutes de cet appel seront également diffusées sur notre chaîne à 20h35. La jonction des chaînes se fera également à un autre moment de la soirée. Ce sera une émission très importante. Je pense que vous serez nombreux pour la suivre. La recherche médicale vous intéresse tous. De récents sondages disent que 92% des Français estiment que la recherche médicale et l'argent qu'il faut lui donner sont au nombre des questions les plus importantes de notre existence quotidienne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.